Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Salon et lieux publics. En visite, le matin 5 mai 1911. Lulu, ne touche pas à ça. Lulu, ne furette pas dans le buffet. Je t'en prie, Lulu, ne soulève pas le couvre-pied. Dieu, Lulu, que tu es indiscrète. Je gronde Lulu à voix basse, et sans succès. Ma camarade me brave silencieusement, son visage de chat tourné sur l'épaule, et me désarme par un sourire d'une effronterie irrésistible. Lulu, c'est la dernière fois que je sors avec toi. Nous ne sommes pas chez nous ici. En effet, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes à Tunis, en visite chez Madame Samama. En bon italien, le chauffeur qui mène notre locati s'improvise guide. Cicérone, marchand de tout et d'autres choses. C'est lui, Bépinot, qui nous a conduites dans cet intérieur tunisien. C'est une visite extrêmement intéressante pour les artistes. Les dames Samama, c'est des personnes tout ce qu'il y a de bien, affirme Bépinot. Mais le regard, mais le geste en disent long sur la vertu de Mesdames Samama, mère et fille, juives de Tunis. Mesdames Samama habitent une maison à la française, en torchis, plâtras, carton et mie de pain. L'architecte distrait a oublié les paliers, et l'appartement de ces dames ouvre droit sur l'escalier. Avec beaucoup de chance et en faisant grande attention, on peut ne pas dégringoler jusqu'en bas des marches. C'est une vieille femme, enveloppée de lainage blanchâtre, avec 3 tours de fichu sur la tête qui nous a introduites, sans autre question qu'un long regard de ses yeux encore veloutés, tout charbonnés de colle. Ma camarade Lulu piétine, s'exclame, s'impatiente, et son Kodak en bandoulière danse tout autour d'elle. C'est un salon ici? Non, ce n'est pas un salon. Il y a un lit. C'est une chambre à coucher. Mais alors, pourquoi ce buffet Henri II? Salon, chambre, salle à manger, on ne sait pas. C'est une débauche de meubles français sauvagement rassemblés comme par les hasards d'un pillage. Il y a un buffet en chêne tout neuf, une commode en noyer, une armoire à glace, un piano droit. Il y a aussi un lit. Et quel? Un lit de cuivre pour 3 personnes, au moins. Solide, élastique, cossu et renflé, sous un édredon américain en satin rose. Par la porte entr'ouverte, dans la pièce voisine, j'aperçois un autre lit, non moins vaste, non moins douillet, flanqué d'un 3e lit pareil aux 2 premiers. J'inventorie découragé cet intérieur tunisien. Des rideaux en damas de laine beige pendent de travers aux 2 fenêtres. Il pleut des calendriers en chronolithographie, des vides-poches en zinc, des tambourins à paysage Louis XVI. Une mince carpette rosâtre couvre un quart du plancher, mais on a cloué au long du lit, contre le mur, un assez joli tapis turc. Au-dessus du piano, 2 grandes photographies se sourient. Une jeune femme, en costume tailleur, l'ombrelle ouverte au-dessus de son grand chapeau de plage, et un jeune homme, aux cheveux luisants. « On se croirait à Paris, chez ma concierge, » s'écrie Lulu. Je l'épâterai bien, en rentrant, ma pipelette, en lui apprenant qu'elle a un intérieur tunisien. On chuchote dans la pièce à côté. La porte s'ouvre enfin pour livrer passage à ces dames Samama, mère et fille. Madame Samama mère s'avance la première, énorme, lourde, avec un dandinement de canne grasse. Sa partie inférieure est drapée, comme un cache-pot géant, d'une fouta rayée de rose, de vert turquoise et de violet. Entre la fouta et le petit boléro mauve, pomponné de nœuds bleu ciel et de canetilles d'argent, hors de ses manches courtes, on voit dépasser l'affreux et traditionnel maillot marron, chiné de fils verdâtres. Elle s'avance, muette, sans sourire, comme si elle ne nous voyait pas, et nous tend une main grasse, qui ne serre pas les nôtres. L'audacieuse Lulu elle-même est un peu décontenancée. Mais sur les talons de Madame Samama mère s'élance Madame ou Mademoiselle Samama fille, le plus aimable, le plus paré, le plus bavard des oiseaux exotiques.
Bonjour, comment que vous allez? Que c'est gentil de venir nous voir. Bépinot, il a prévenu mon frère de votre visite. Ne faites pas attention. Maman ne dit pas un mot de français. Asseyez-vous, on apporte le café tout de suite. Elle parle le français presque sans faute, avec une voix de fillette. Son accent passerait pour slave ou roumain, avec des longues et des brèves inattendues comme à Marseille. Elle est charmante, ni juive ni tunisienne. Un nez court, un peu retroussé, de très fraîches joues rondes, une bouche saine et des yeux noirs brillants, remuants, des yeux vifs de bordelaise, un regard gai, qui ne voile nulle langueur orientale. Une frange coupée frôle ses sourcils, et un ruban blanc noue en arrière une queue de cheveux rudes d'un noir roussi. Mademoiselle sa maman a revêtu en notre honneur une ample culotte, que dis-je, une jupe-culotte, en satin broché lilas, un damas lionné si beau qu'il se tient debout tout seul, comme on dit dans le Midi. Et son boléro est un chef-d'œuvre, compliqué de métal, de dentelle, de fosses roses et de rubans. Consciente de sa beauté, encore toute fraîche, mademoiselle sa maman ne tarit pas en paroles, en rire surtout, en prévenances très parisiennes, pour nous offrir le café servi dans de petites tasses de Limoges, ébréchées. Elle se lève 10 fois, tourne, nous montre sa croupe déjà opulente, traîne au bout de ses orteils chaussés de bas blancs 2 babouches très petites, puis s'assied enfin, arrange les plis de son grand pantalon lilas, et fait salon, les mains croisées, en vraie dame. Lulu est enchantée d'elle, et ne le lui envoie pas dire. Qu'elle est gentille, une vraie poupée. Voulez-vous venir dîner avec nous ou promener en auto? Comment ça s'appelle ce bijou-là? Et cette petite veste? Et pourquoi mettez-vous cette espèce de gilet en tricot? Et votre mère, pourquoi a-t-elle les cheveux coupés tout court comme un garçon? Ça ne vous ennuie pas que je vous photographie? En 10 minutes, elles sont intimes. Mademoiselle sa maman nous convie à un couscous familial, et nous apprenons qu'elle joue du piano, qu'elle parle anglais, que sa mère est un peu à l'ancienne mode, et n'a jamais voulu parler français, que le bateau Carthage emmènera toute la famille dans 15 jours à Paris, comme tous les ans. Mais vous savez, dit mademoiselle sa maman en riant, à Paris, je ne m'habille pas comme ça. Je ne veux pas sembler l'air d'un singe. Tenez, me voilà à Paris l'an passé. Elle désigne, vaniteuse, la photographie de la jeune femme à l'ombrelle, en costume tailleur. Moi, je vous préfère en culotte, déclare Lulu, qui prise la couleur locale. Quel joli teint vous avez dans tout ce mauve. Ce n'est pas assez dire, mademoiselle sa maman semble ciselée dans un ambre très clair, sans fêlure, sans veine. Les joues, le cou, les bras, d'une chair froide, veloutée, inspirent le désir de s'y caresser. Pourtant, elle minaude, en frottant de la main ses belles joues. Oh, vous plaisantez, moi que je suis si fatiguée, et puis je ne serai jamais si belle que maman. C'est l'évidence même, et nous ne protestons pas. Nous regardons madame sa maman, énorme, écroulée dans un fauteuil. Elle ne remue pas, ne cherche pas à nous comprendre, et ne nous regarde point. Ses bras et ses mains reposent informes sur ses genoux. Mais sa nuque, le menton, le visage ont échappé par miracle à l'envahissement de la Grèce et montrent sans fard les restes d'une beauté rare, en tous les pays du monde. Les yeux, presque jaunes, rigoureusement horizontaux, dorment sous des cils à peine courbés, qui s'effilent au-dessus de la paupière comme un long nuage fin au-dessus du soleil couchant. La bouche, petite et fatiguée, ne s'est pas ouverte depuis le commencement de la visite. Seul le bref nez léonin palpite et témoigne d'un dédain, d'une majesté tout animale. Elle consent pourtant, d'un signe, à se laisser kodaker par Lulu, à côté de sa fille, qui joint les mains comme une accordée de village, et qui a disposé sur sa gorge rebondie, au bout d'une petite chaîne d'or, son bijou favori, le joyau de ses écrins, une petite bourse en maille d'or, vide, qui vient de la rue de la Paix. La Joconde. Le matin, 1er janvier 1914. À peine arrivée, elle reçoit, sans cordialité d'ailleurs. Au seuil, on lit d'un œil soupçonneux nos références. Il est juste de dire que la plupart des intimes
qui pénètrent sont armés, objectif en bandoulière et magnésium jusqu'aux dents. Elle est là sur fond de plantes vertes, le coin de la bouche et l'angle externe des yeux remontent ensemble pour lui composer ce sourire intérieur, doux et suspect. Entre deux éclairs de magnésium, les intimes s'accoudent devant elle, lui rendent sourire pour sourire et la détaillent, pour la première fois. Comme elle reluit. Est-ce qu'ils l'ont revernie? Et qu'est-ce qu'elle a sur la poitrine, là, entre les seins? On dirait un coup de couteau. Vous saviez, vous, qu'elle avait la lèvre inférieure aussi grasse? Oui, mais regardez, cher ami, combien la main droite, celle qui est le moins en évidence, est d'une exécution plus belle que la gauche, etc. Ils l'épluchent, la découvrent, l'inventent, ils veulent l'aimer mieux que pour sa beauté, et parent de faiblesse imaginaire, celle à qui rien ne manque et qui pourtant n'a pas de sourcils.